Bienvenue dans Allô Maman, ici l'éveil, le podcast qui explore l'invisible sans prise de tête. Ici, on parle de spiritualité, de paranormal et de questionnements existentiels, mais avec un regard ancré, curieux, ouvert, accessible, sans filtre et néanmoins mystique. Si tu as déjà vécu des synchronicités troublantes, ressenti des énergies étranges, des activités paranormales ou simplement remis en question la réalité lors d'un éveil spirituel, alors ce podcast est fait pour toi. Je suis Lucina, oracle, connectée au monde subtil tout en gardant un regard ancré et analytique. Chaque semaine, on va explorer ensemble les mystères du monde visible et invisible. Dans la douceur et la bienveillance, ouvre ton esprit, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler, on va plonger dans les mystères des sorties astrales, aussi appelées expériences hors du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'y reviendrai plus tard, j'en ai fait plusieurs. Je pensais que c'était des rêves de vol ou de tomber brusquement dans mon lit. Et apparemment, ça peut être ça aussi, des expériences hors du corps. Et vous avez eu déjà l'impression de flotter au-dessus de votre corps, justement, ou de vous réveiller en sursaut après cette fameuse chute brutale dans un rêve, ou même pas forcément dans un rêve, juste vous réveillez avec cette sensation de tomber de très haut. Et apparemment, ça pourrait être bien plus qu'un simple rêve. Parce que il faut savoir que ça fait déjà des siècles que les sorties astrales intriguent et divisent. Pour certains, il s'agit d'un voyage réel de l'âme hors du corps physique, mais pour d'autres, ce n'est qu'une illusion du cerveau, une hallucination créée par l'état de sommeil paradoxal. Et dans cet épisode, j'ai très envie d'explorer donc les sorties astrales, les différentes interprétations, les techniques pour les induire, et même des témoignages que j'ai trouvés et des réflexions sur le lien entre les sorties astrales et les rêves. On pourrait aussi faire un petit parallèle avec ce que dit la science, c'est toujours intéressant de confronter les deux idées. Et voilà. Allez, c'est parti, on embarque dans le voyage hors du corps. Déjà, qu'est-ce que c'est une sortie astrale ? C'est vrai que j'étais très très curieuse sur le sujet parce qu'il y a tellement de documents, de témoignages, de personnes qui en parlent, qui disent le faire. Je pense là tout de suite notamment en France à Anne Givaudan qui est passée maître en la matière, qui se rappelle, qui peut donc ramener avec elle des informations très importantes ou très précises. Donc c'est vrai que c'est fascinant. Donc qu'est-ce que c'est qu'une sortie astrale déjà ? Clarifions. Apparemment, il s'agit d'une expérience où la conscience semble se séparer du corps physique. La personne qui la vit a l'impression de flotter, parfois de voir son propre corps allongé en bas et de se déplacer librement dans l'espace, voire dans d'autres dimensions. Mais cette expérience, est-ce qu'elle est vraiment à prendre au sens littéral, ou est-ce qu'il existe aussi une explication neurologique, ou est-ce que les deux sont vrais ? Parce que comme je disais, il y a deux grandes interprétations dans le monde, comme toujours, l'approche spirituelle et l'approche scientifique. Et moi, je trouve ça intéressant de garder en tête les deux approches, parce que je crois vraiment que l'un est aussi vrai que l'autre. Donc, l'approche spirituelle, c'est l'âme qui quitte réellement le corps et voyage dans d'autres dimensions. Une âme qui serait attachée par une sorte de cordon. Ils appellent ça le cordon d'argent, enfin ils appellent ça, les professionnels ou les personnes sur lesquelles j'ai fait certaines recherches ou moi dans mes documentations, on parle souvent d'un cordon d'argent qui relie donc l'âme au corps tant qu'on est vivant, et apparemment lorsqu'on meurt, ce cordon se brise et l'âme est libérée du corps. Après il y a l'approche scientifique, il s'agit d'un phénomène neurologique associé au sommeil paradoxal. Donc ça ferait des hallucinations hypnagogiques et une dissociation
extra-corporel. Et comme je vous disais, je pense que l'un n'est pas forcément contre l'autre. Peut-être qu'en fait, l'approche scientifique émet des mots sur... ils peuvent voir le mécanisme corporel peut-être d'une expérience extracorporelle. Voilà. Les sorties astrales, donc, diffèrent des rêves lucides. Les rêves lucides sont des expériences assez intrigantes où on est en contrôle total de ses rêves. Mais il peut aussi avoir les cas où, dans des sorties astrales, on soit extrêmement lucide et en fait on pense qu'on rêve, mais c'est une sortie astrale. Donc on peut se poser la question, peut-être qu'en fait les rêves lucides sont des sorties de corps. Donc ça, je pose ça là. Après, c'est aussi différent des expériences de mort imminente, les EMI. Ça, je vais faire aussi un podcast là-dessus. J'aimerais avoir un peu plus de témoignages de personnes, j'en ai encore peu là-dessus parce que c'est très particulier, pour pouvoir confronter des idées et donc partager ce que des gens ont vécu à titre personnel, quoi. Donc ça, je ferai un épisode plus tard. Et c'est aussi différent des voyages chamaniques qui sont des sorties de corps en conscience à un niveau, à mon avis, extrêmement élevé, ou même juste des voyages sensoriels un peu spécifiques dans les voyages chamaniques. Mais en tout cas, tous ces phénomènes partagent des similarités qu'on va explorer un peu plus tard. Il faut savoir que le voyage astral est connu de par le monde. Dans beaucoup de civilisations, il y a ces histoires de sortie de corps, que ce soit en conscience ou non, et il y a des techniques et des pratiques qui sont intéressantes à noter. Les sorties astrales sont racontées dans différentes cultures et traditions depuis maintenant des millénaires. Par exemple, en Égypte ancienne, le Ka, qui était une forme spirituelle du corps, on pourrait dire que c'est l'âme, qui était censée pouvoir voyager hors du corps physique. Et lors de la mort, c'était le Ka qui rejoignait le monde des morts sur la barque funéraire. Il y a bien sûr le chamanisme. Les chamans entrent en transe pour voyager dans les mondes et interagir avec les esprits. Mais ça, c'est de façon très consciente, très ritualisée. Après, j'ai vu que dans le bouddhisme tibétain, le yoga du rêve est une pratique permettant de devenir conscient dans ses rêves et d'explorer d'autres plans. Donc on est encore dans une sortie de corps, ou du moins dans un contrôle des rêves, de ce qu'on croit être les rêves, mais qui est en réalité une exploration d'autres dimensions. Et puis ici et maintenant, dans notre Occident moderne, il y a des expériences militaires, oui, comme le projet Stargate de la CIA, qui est en train d'explorer ce qu'ils appellent le remote viewing, qui est une forme de vision à distance. Alors ça, je suis très mitigée parce que forcément, la science s'y intéresse, mais là, c'est avec un côté très intelligence artificielle, c'est pas très fluide, mais forcément, il y a beaucoup de scientifiques et l'armée qui s'y intéressent. Donc ça, on pourrait en faire un épisode à part entière du projet Stargate parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Alors ensuite, comment est-ce qu'on pourrait provoquer des sorties astrales ? D'après ce que j'ai lu, parce que je vous avoue que moi je ne suis pas assez calée dans le domaine, je l'ai fait quand j'étais gosse, comme tout le monde je pense, et maintenant en fait j'ai jamais réessayé. Mais il y a plusieurs techniques apparemment. Il y a des techniques de relaxation profonde, pas forcément donc endormies, mais des techniques de relaxation profonde où presque consciemment on va réussir à sentir qu'on sort de notre corps pour commencer à aller faire un petit tour à droite à gauche. Après il y a des techniques comme les fréquences binauréales et les sons isochrones. Donc ça, ce sont des techniques de son et de vibration qui sont très intéressantes. Les techniques du corps vibratoire, ou encore les techniques d'intention et de visualisation, peut-être plus pour les débutants d'après ce que j'ai vu. Donc maintenant, on va plonger un peu plus en détail sur ces techniques ésotériques et peut-être comment la science voit tout ça, même si on est d'accord que la science peut expliquer le comment d'un point de vue 3D, d'un point de vue physique, mais c'est sûr que tout ce qui est énergétique, on n'y est pas encore. Donc la projection astrale désigne l'impression de quitter son corps physique pour explorer d'autres plans. Cette expérience est décrite depuis longtemps dans les milieux ésotériques, tandis que la science moderne propose, elle, des explications plutôt neurologiques. Donc je vous ai fait un tour d'horizon comparatif, un peu accessible,
des principales techniques pour provoquer ces dites sorties astrales en détail. Et on va essayer de garder le prisme, excusez-moi, le prisme énergétique, ésotérique, et le comparer à sa part scientifique. Donc, on va commencer avec les techniques de relaxation profonde. Dans tout ce qui est énergétique, la relaxation profonde est considérée comme un préalable indispensable au voyage astral. Il s'agit d'induire un état de conscience modifié, proche de la transe méditative ou de l'état de demi-sommeil. Les praticiens recommandent par exemple des exercices de respiration, de relaxation, musculaire par exemple, progressive, ou de méditation pour apaiser le mental surtout, et les corps énergétiques en vue d'une préparation à la sortie astrale. Moi, je pense que ça provoque une expansion du corps énergétique et éthérique qui rend possible donc cette fameuse dissociation astrale, c'est-à-dire ce moment où on arrive à comprendre qu'on n'est pas qu'un corps et on arrive à sortir de notre corps en conscience. En fait, pendant une relaxation ou une transe profonde, ce corps astral, ce corps subtil se déploie et pourrait donc se détacher temporairement du corps physique. D'ailleurs, beaucoup de gens le font. On a plein de témoignages là-dessus qui rapportent un état de calme mental extrême. Il n'y a pas de pensée parasite et c'est souvent après le point de départ que le corps s'endort mais que l'esprit reste éveillé. Et cet état est parfois comparé au yoga nidra, le sommeil conscient, dans lequel un voyage astral peut se faire donc spontanément. Après, l'approche scientifique, parce que c'est quand même important d'en parler, ça c'est toujours intéressant, bien sûr, elle est un peu différente. Pour l'approche scientifique, c'est la relaxation profonde qui agit d'abord sur le système nerveux autonome. Ça stimulerait le système parasympathique qui donc ralentit le rythme cardiaque et induit un état de détente générale propice au sommeil. Ok. En pratique, ces techniques comme la respiration lente, la cohérence cardiaque ou la méditation favorisent donc cette réponse de relaxation. Et sur le plan cérébral, l'activité électrique passe des ondes bêta, donc quand on est en éveil actif, aux ondes alpha, puis donc θ, à mesure que la personne se détend profondément. Les ondes alpha, environ apparemment entre 8 et 13 Hz, correspondent à un état de relaxation qui est calme, tandis que les ondes θ, entre 4 et 7 Hz, commencent à apparaître en état de somnolence ou de méditation profonde. Cet état de demi-sommeil est qualifié d'hypnagogique. Excusez-moi, je relis ce que j'ai écrit. Hypnagogique. La personne est entre veille et sommeil et peut commencer à éprouver des images mentales ou des sensations un peu inhabituelles. Scientifiquement donc, on sait que l'état hypnagogique favorise les hallucinations sensorielles. Donc d'un point de vue scientifique, bien sûr, ce ne sont que des hallucinations, des visions fugaces, des sons imaginaires, des impressions de flottement. Alors que tout ce qui est énergétique, c'est un état de conscience modifié, qui peut correspondre à un état donc hypnagogique du cerveau. Donc vous voyez, la science parle un peu des mêmes choses, mais pour la science, c'est juste des hallucinations. Il y a des chercheurs qui ont notamment noté que la relaxation et les exercices d'imagerie mentale sont des conditions très favorables pour provoquer des expériences de sortie de corps. Donc il y a quand même des scientifiques qui se penchent dessus. Et en restant consciemment focalisé pendant l'endormissement, on peut donc entrer en sommeil paradoxal tout en gardant conscience du contexte où surviennent la plupart des rêves lucides et donc les sorties de corps. Donc pour résumer, la relaxation profonde crée un terrain physiologique avec un cerveau qui est un peu plus au ralenti, un corps qui est presque endormi, qui serait propice aux illusions d'expériences extracorporelles pour le point de vue scientifique. Donc, ils ne parlent pas d'une sortie astrale, mais ils ont quand même mis le doigt sur un mécanisme qui se rapproche grandement. Ensuite, on a les fréquences binaurales et les sons isochrones. Tout ce qui est les méditations en 580 Hz, des choses comme ça qu'on trouve vraiment partout et qui marchent, qui font du bien pour d'autres raisons aussi. Moi, je suis très très proche de tout ce qui est vibration du son, que ce soit au niveau énergétique ou scientifique. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Donc, quand on prend la perspective énergétique,
De nombreux praticiens explorent l'usage des sons spécifiques, comme les fréquences binauréales, les sons isochrones pour faciliter le voyage astral. Donc, dans tout ce qui est énergétique, on attribue ces vibrations sonores à un pouvoir d'élévation de la fréquence vibratoire et de la conscience. Les battements binauraux, en particulier, sont présentés comme un moyen d'induire un état mental favorable en laissant résonner l'énergie de la personne à une certaine fréquence. Comme par exemple, des sons binauraux calés sur la fréquence θ, entre 4 et 7 Hz, c'est souvent conseillé car ça correspondrait au rythme du plan astral ou de la transe méditative profonde. Donc ce serait cette méthode que les sons agissent comme un outil vibratoire en fait. On écoute deux fréquences légèrement différentes dans chaque oreille et le cerveau et le corps énergétique s'aligneraient sur la fréquence et le battement qui en découlerait, quoi. Cette résonance entraînerait l'esprit dans un état de conscience modifié précis. Concrètement, les adeptes disent que ça fait augmenter leur vibration et que ça stabilise leur concentration, que ça rend plus facile la dissociation astrale pour pouvoir se projeter une fois que le corps est parfaitement détendu. Il y a des témoignages qui abondent sur l'efficacité perçue de ces méthodes de son et beaucoup rapportent que les musiques de méditation binauréale, par exemple celles qu'on peut trouver sur YouTube ou d'autres plateformes, aident à atteindre plus rapidement l'état méditatif requis pour ressentir justement ces sensations d'avant sortie de corps, un peu comme les vertiges, les flottements ou les vibrations internes. Et on a tous ressenti ça à un moment donné, donc on a tous sûrement fait des sorties de corps, en conscience ou pas. Après, il y a les sons isochrones, qui sont une succession de sons allumés, éteints, avec une fréquence donnée. C'est aussi utilisé, et le principe est un peu similaire, c'est de créer une vibration sonore rythmée qui cale progressivement l'énergie et l'activité cérébrale du pratiquant. En somme, le point de vue énergétique utilise ces fréquences comme des catalyseurs, des rythmes vibratoires qui aident à élever la conscience à un niveau subtil et donc qui aide aussi à cette fameuse projection ou dissociation entre le corps et l'esprit. Le point de vue scientifique sur la question, en fait, il est très proche du point de vue énergétique parce que les scientifiques sont vraiment très, très au fait des battements binauraux qui sont étudiés pour leur impact sur le cerveau depuis un petit moment maintenant et sur la perception. Par exemple, le son binaural est obtenu en diffusant dans chaque oreille les deux sons de fréquences légèrement différentes, comme je vous disais tout à l'heure. Et ils ont bien mesuré que le cerveau interprète alors un battement à la fréquence de différence. C'est-à-dire que le cerveau arrive à se stabiliser avec deux fréquences différentes dans chaque oreille. Et donc, le cerveau a tendance à se synchroniser. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint donc ce que les énergéticiens ou ceux qui font de la projection astrale disent, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui trouve un équilibre et le corps pour pouvoir sortir du corps. Après, les scientifiques ont aussi prouvé que tout ce qui était ondes cérébrales entre 4 et 7 Hz, encore une fois, produit des résultats très intéressants pour tout ce qui est état méditatif et sommeil léger. Il y a beaucoup d'effets positifs dans beaucoup d'études. Ils ont vu qu'il y avait de la relaxation, une diminution de l'anxiété, que ça aidait à endormir certaines personnes et une amélioration de la gestion de la douleur en général. Donc, il y a quand même ça se rejoint encore une fois, la science et le paranormal se rejoignent. Ensuite, il y a la technique du corps vibratoire. L'explication énergétique, c'est que l'un des phénomènes les plus emblématiques rapportés par ceux qui pratiquent la projection astrale, c'est l'état vibratoire du corps. Dans l'approche énergétique, ces vibrations intenses ressenties juste avant la sortie signalent que le corps astral est en train de se dissocier du corps physique. De nombreuses techniques visent à provoquer ou amplifier ce corps vibratoire. Par exemple, lors d'une séance, le pratiquant allongé peut porter attention à ses sensations internes jusqu'à percevoir un petit bourdonnement, un léger petit soubresaut ou une vague d'énergie qui parcourt le corps. En se concentrant dessus, il chercherait à transformer ce frémissement en vibration de plus en plus puissante, qui envahirait ensuite tout son corps subtil. Les auteurs classiques décrivent toute une gamme de signes annonçateurs. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de bourdonnement, de rugissements sonores, des fourmillements énergétiques partant de la nuque et qui se répandent dans le corps, une impression de courant électrique interne,
et une sensation de balancement ou de flottement. Et ces sensations atypiques seraient le signe que la personne a atteint cet état propice à la décorporation, à la projection. Apparemment, à ce stade, l'âme ou la conscience pourrait se détacher si la personne applique la technique mentale adéquate. Et beaucoup d'énergéticiens recommandent aussi qu'une fois que ces vibrations sont installées, de sortir en imagination, de se sentir s'élever hors de son corps, ou alors de rouler sur le côté pour tomber entre guillemets de son enveloppe ou de sortir de son enveloppe, ou encore de visualiser une corde imaginaire et grimper dessus pour extraire son corps astral. Ça m'a fait rire ça. Donc ce sont des actions d'intention pour que le corps vibratoire se décolle complètement, menant à cette fameuse expérience astrale à proprement parler. Un exemple que je trouve intéressant, c'est le témoignage ésotérique de Robert Monroe, qui est le pionnier du voyage astral d'ailleurs. Je vous invite à voir un peu ce qu'il a fait. Et il relatait qu'au début de ses expériences, il sentait son corps se mettre à vibrer, mais vibrer vraiment très fort, accompagné d'un bourdonnement, et juste avant de sortir, il flottait au plafond. Et aussi, un stagiaire de l'Institut Monroe, qui a décrit qu'après une semaine d'exercice d'affirmation, il a eu ces fameux bourdonnements qui s'installaient dans le cou et qu'il a commencé à ne plus pouvoir parler, mais qui sentait ces vibrations rythmiques qui montaient justement des orteils jusqu'à la tête. Donc là, apparemment, il y a quand même beaucoup de personnes qui ressentent ça et c'est souvent un prélude à la sortie du corps. En somme, on pourrait dire que le corps vibratoire, comme la manifestation énergétique de la séparation, c'est apprendre à déclencher et contrôler ces fameuses vibrations qui seraient un peu comme une musique de pulsation de l'âme, quoi. Des vibrations internes. Et ce serait vraiment le cœur des recherches des méthodes de voyage astral, que ça soit du côté scientifique ou du côté énergétique. Encore une fois, les scientifiques, ils ont toujours une réponse. Pour eux, c'est ces tremblements, ces bourdonnements. En gros, ce serait juste des hallucinations, soit kinesthésiques, soit des dissociations de phénomènes de paralysie du sommeil, des petits épisodes courts. Sauf que je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que les paralysies de sommeil, c'est très différent, on ne peut pas sortir du corps. Et les hallucinations dues à ce genre de phénomène, ça induit beaucoup d'angoisse. Et de ce que j'ai vu comme témoignage, les gens qui font des paralysies, c'est l'horreur. Et c'est des réactions très violentes. Alors que ceux qui font des voyages astro, clairement, c'est le kiff. Ils adorent ça. Vraiment, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, je ne rejoins pas vraiment le point de vue scientifique là-dessus, qui parle de dissociation due à une hallucination ou une paralysie du sommeil, quoi. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Comme je disais, peut-être que pendant le processus de dissociation corporelle en vue d'une projection, peut-être que notre mental, notre corps a des réactions violentes menant à une paralysie du sommeil. C'est ça, je pense pas que ce soit autant quadrillé, tout est tellement plus complexe, donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un avis scientifique là-dessus, qui pourrait juste expliquer certains mécanismes de notre corps en troisième dimension, mais clairement, il y a tellement de témoignages différents sur les projections astrales que ça ne peut pas être qu'une simple hallucination ou une psychose, quoi. Ensuite, on va finir pour les techniques de projection astrale avec la technique d'intention et de visualisation. Donc, dans cette petite panoplie là que je vous ai donnée du voyageur astral, il y a les techniques d'intention, donc de volonté affirmée, et de visualisation, et ça joue un rôle clé, parce qu'on n'est pas tous pareils, quand on s'approche de l'énergie, on peut avoir des ressentis très différents les uns des autres. Donc cette approche insiste sur l'importance de créer un ancrage mental assez puissant pour pouvoir guider la conscience hors du corps. Donc c'est encore une technique un peu différente. Et ça passe par deux axes complémentaires. Une intention affirmée, le pratiquant formule clairement son désir de faire sa sortie astrale. Ça peut se faire avec de l'autosuggestion, des affirmations répétées, par exemple répéter régulièrement le matin ou avant un sommeil une phrase comme « Cette nuit, je ferai un voyage astral en pleine conscience ». Et il y a William Bullman, qui est un auteur astral connu, qui conseille cette affirmation-là. « Je reste conscient en m'endormant. Je reste conscient en m'endormant. » À se remémorer jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans l'esprit, en gros.
Et les idées énergétiques que cette programmation mentale prépare l'âme au voyage et évite de sombrer peut-être dans l'inconscience du sommeil normal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rapportent qu'en effet, se coucher avec une intention ferme augmente les chances de rester lucide au seuil du sommeil. Après, il y a la visualisation créative. Ça, c'est intéressant aussi. Après, là, l'aspirant voyageur utilise son imagerie mentale pour simuler sa sortie astrale. Par exemple, une méthode classique consiste à visualiser son double énergétique debout à côté de son corps allongé, puis de transférer sa conscience dans ce double. On peut aussi visualiser un lieu familier, une autre pièce de la maison, par exemple un paysage, et se concentrer intensément pour s'y projeter en fait, en conscience. Moi j'aime bien cette technique-là. J'aime pas trop le côté du double, ça me plaît pas, mais j'aime bien cet exercice de s'imaginer dans une autre pièce de la maison. Ça je trouve ça très très sympa et à mon avis tout le monde peut essayer de le faire quoi. Et cette visualisation sert de cible en fait, l'esprit ayant un objectif clair et serait plus à même de provoquer le déplacement astral pour l'atteindre. C'est souvent un exercice qui est utilisé pour les débutants quoi. Il y a d'autres techniques de visualisation qui incluent imaginer une corde suspendue au plafond et de s'y voir en train de grimper. Ça c'est rigolo. Ou encore de se remémorer le sentiment de flotter et de tenter de reproduire par la pensée. L'approche donc énergétique soutient que les pratiques focalisées de projection mentale, ça donnerait donc une direction à notre énergie astrale. L'intention agit comme une force motrice, la volonté propulsant la conscience hors du corps, tandis que la visualisation fournit une structure à l'expérience. Par exemple, un petit scénario dans lequel la conscience peut se déplacer. En un sens, le pratiquant, il crée lui-même ses propres conditions mentales de son voyage. Donc c'est une bonne chose car c'est un état de conviction et des images précises et très personnelles qui vont lui servir de tremplin. J'ai vu des témoignages qui indiquaient que dans une intention claire, il faut peut-être un peu travailler là-dessus, mais ça va avec la manifestation aussi, ce sont des techniques d'intention claire, ça marche. Mais que lorsque l'exercice échoue, c'est-à-dire que quand on se laisse un peu envahir par des pensées ou d'autres choses, on s'endort normalement et on n'arrive pas forcément à se projeter. Mais que les personnes qui arrivent avec une intention bien ancrée, des images mentales travaillées, vivaces, eh ben ils arrivent à déclencher un rêve lucide et ensuite une sortie de corps, quoi. Et ils sentent toutes ces sensations de décorporation qu'on a vues plus tôt. Donc ça rejoint des principes de développement personnel, comme je vous disais, que la pensée crée la réalité intérieure et que visualiser le voyage astral, ça serait un moyen de le manifester dans l'expérience vécue. L'approche scientifique de cette technique de visualisation est très intéressante. En gros, les techniques d'intention et de visualisation peuvent être examinées sous un angle de psychologie cognitive. D'une part, on pourrait fixer une attention avant le sommeil, et ça revient à exploiter un mécanisme appelé la mémoire prospective, similaire à se conditionner à rester alerte pendant un endormissement. Cette technique était utilisée pour, encore une fois, dans l'armée, pour que les militaires puissent se reposer tout en restant alertes. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas les mêmes mots, c'est quand même toujours un peu les mêmes sujets. Voilà, on est encore une fois, la science badine avec le son naturel, quoi. Donc, il y a des chercheurs en rêve lucide, comme Stephen Laberge, qui ont mis au point des méthodes, comme la technique MILD, basée sur l'autosuggestion, qui est en fait très très proche de la technique de visualisation. C'est que le sujet se répète qu'il prendra conscience de rêver, ce qui augmente effectivement la probabilité des rêves lucides. Donc, dans cette recherche, il pourrait suffire de dire que je vais sortir de mon corps pour s'auto-hypnotiser. Et que scientifiquement, on sait que les sujets hautement sensibles, ceux qui sont facilement hypnotisables, sont ceux qui ont la plus forte capacité d'imagerie mentale et donc de projection mentale. Donc ce sont des personnes qui seraient peut-être plus à même de sortir hors du corps, même si elles ne le savent pas. Donc en fait, il y a quand même quelque chose dans les capacités cognitives, c'est-à-dire que la concentration, l'imagination et la croyance, du point de vue scientifique, c'est la clé de la réussite d'une projection. Et là, on peut encore faire un parallèle. La science met un comment certains mécanismes du cerveau sont reconnus dans la projection astrale, mais c'est
exactement pareil que ce qu'on peut faire en projection astrale, quoi. Donc c'est très intéressant. La visualisation intense en psychologie cognitive apparemment mobilise des aires visuelles et sensorielles du cerveau qui s'éclairent de façon similaire à la perception réelle. Ça veut dire qu'en psychologie cognitive, il y a vraiment des recherches qui ont montré que les personnes qui font ces projections visuelles en conscience au bord du sommeil activent des parties du cerveau qui semblent être les mêmes que lorsqu'on est réveillé, voire même plus fort. Ça veut dire que clairement la personne est en train de faire quelque chose ailleurs. Donc ils savent pas ils savent pas pourquoi, mais ils peuvent dire que ils ont réussi à avoir ce genre d'informations. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que même au niveau de la science, on a vu que les voyages astraux peuvent être quantifiés, peuvent être mesurés, mais ils n'arrivent pas à aller au-delà de tout ça. Bien sûr, il y a toutes les phases de psychose, comme à chaque fois, il y a toujours des explications sur une maladie mentale, mais ils n'arrivent pas à comprendre exactement ce qui se passe. Alors qu'en projection astrale, on sait ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que les deux sont liés. Après avoir passé donc en revue quelques techniques, j'avais envie de parler de 3 témoignages que j'ai, qui sont contrastés, parce que c'est intéressant encore une fois. Je vous ai pris une expérience positive, une expérience négative et une expérience neutre. On va commencer par la positive. L'exploration lumineuse, on va l'appeler Amine. Amine, c'est un homme d'une 30aine d'années qui, depuis l'enfance, fait régulièrement des expériences de sortie astrale. Et lors d'une nuit particulièrement paisible, il sent une vibration intense dans son corps, des bourdonnements qui résonnent dans tout son être. Et il dit « Je me suis soudainement senti léger, comme si mon corps devenait tout éthéré. Comme un nuage, j'ai pris conscience que je flottais au-dessus de mon lit. En regardant en bas, j'ai vu mon corps endormi, paisible. J'avais ni peur, j'ai pas paniqué, j'ai juste ressenti une immense liberté. » Et poussé par une force invisible, il se retrouve projeté dans un tunnel de lumière dorée, et il décrit une sensation de chaleur et de paix absolue. Tout autour de moi, il y avait une lumière dorée qui vibrait, j'avais la sensation de voler, de flotter. Mais c'était pas simplement physique, c'était comme une expansion de conscience et un voyage sans limite. Dans cet espace, Amine sent la présence d'entités bienveillantes. Il ne les voit pas, mais il ressent leur amour et leur guidance. Certains lui murmurent des messages qu'il ne comprend pas totalement sur le moment, mais après un certain temps, il ressent une aspiration soudaine, comme si son corps le rappelait. Il revient brutalement à la réalité et se réveille en sursaut. Je me suis réveillée en sursaut avec un sentiment d'euphorie et d'émerveillement. Je savais que j'avais vécu, c'était pas quelque chose d'ordinaire, ce n'était pas un rêve ordinaire. Depuis, je cherche à provoquer ces expériences consciemment. Donc là, on a clairement un témoignage qui est très sympathique. Et il y a les mêmes choses, les bourdonnements, les tremblements, tout ça. Et puis il y a aussi un parallèle intéressant avec ces fameux tunnels de lumière qu'on peut retrouver dans les expériences de mort imminente. Donc je vous dis, on va faire un épisode là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. C'est vrai que c'est lié. C'est vrai que c'est quand même cette sensation quand on sort de notre corps de trouver ces guides, cette sensation de bien-être, d'amour. Enfin, c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu des expériences similaires. Alors maintenant, on va faire l'expérience dite négative. On va appeler Solange et sa présence menaçante. Parce que ça arrive encore. Solange est une médium qui pratique depuis plusieurs années et a voulu tenter une sortie astrale de manière volontaire après avoir lu plusieurs témoignages très positifs. Elle s'installe confortablement dans son lit, effectue une méditation de relaxation très profonde et suit la technique de séparation du corps énergétique. Elle dit « Tout se passait bien, mon corps était détendu, j'entendais même les bourdonnements typiques du lâcher-prise, et puis soudainement j'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Au lieu de flotter librement, Solange elle se sent piégée entre deux réalités. Elle décrit une sensation de paralysie intense. J'étais consciente, mais incapable de bouger mon corps physique. J'essayais de m'élever, mais quelque chose me retenait. Et ensuite, elle ressent cette présence menaçante. Elle la voit pas directement, mais elle sent une ombre qui l'observe depuis un coin sombre de sa chambre. C'était un regard invisible, mais lourd, comme si quelque chose attendait que je quitte totalement mon corps pour prendre ma place. Prise de panique, forcément, elle tente de revenir à son corps physique.
Mais plus elle lutte, plus elle sent une résistance. Et son cœur qui bat à toute vitesse, finalement, après un immense effort, elle parvient à bouger un doigt, un bras, et ensuite elle reprend le contrôle de son corps en totalité. Bien sûr, elle s'est réveillée en sueur et en panique, forcément, qui n'aurait pas de panique avec ça. Et elle dit donc: j'ai mis plusieurs minutes à reprendre mes esprits. Depuis cette nuit-là, je suis très prudente avec ces pratiques. Je suis persuadée que nous voyageons pas seuls dans ces expériences et qu'il faut être bien protégé énergétiquement. Alors, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier que nous, dans notre vision du monde 3D, même quand on a des liens avec le monde subtil, qu'on peut voir certaines choses, en fait, on n'est jamais seul. Il y a plein d'entités différentes. Et si vous voulez vous mettre au voyage astral, je peux que vous conseiller de bien travailler, même de suivre peut-être, pas des cours, mais en tout cas avoir un mentor ou quelqu'un qui s'y connaît, bien préparer le terrain et surtout vous protéger énergétiquement parce qu'il y a des parasites dans tous les coins. Et c'est pas la première personne que j'ai vue dans les témoignages signaler qu'il y avait des entités ou des trucs trop bizarres qui essaient de prendre la place, entre guillemets. C'est très effrayant. Ils peuvent pas prendre la place, je pense pas, mais ils essayent. Et cette sensation qu'elle a eue, elle doit être absolument terrifiante. Donc vraiment, ce témoignage, il prouve et nous donne aussi une réflexion de, ouais, il faut quand même se protéger parce qu'on est dans une jungle un peu énergétique peut-être. Donc je trouvais ça intéressant. Après, je vous ai trouvé une expérience un peu plus équilibrée d'un gars qu'on va appeler Laurent, qui s'est questionné, qui est passionné de spiritualité, d'expériences de conscience modifiée, et qui se pose des questions, comme la plupart d'entre nous, quoi. Et lui, il a vécu une sortie astrale spontanée. Et contrairement à beaucoup de témoignages, il n'a pas provoqué lui. Mais elle lui est arrivée lors d'un état de somnolence entre l'éveil et le sommeil. Et il dit: j'étais allongé dans mon lit, à moitié endormi, quand j'ai ressenti une sensation étrange, mon corps devenait lourd, mais mon esprit s'élevait. Et réalise alors qu'il peut voir la pièce sous un autre angle. J'ai vu là mon corps allongé en bas, mais sans aucune panique, comme si j'observais un objet familier. J'ai flotté vers le plafond, puis à travers ma maison. À ce moment, je me pose une question. Mais est-ce que je suis en train vraiment de sortir de mon corps? Ou alors est-ce que je suis en train de me faire une projection mentale très réaliste? Et tout semblait si réel et pourtant j'avais des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une illusion créée par mon cerveau? Est-ce que c'est la réalité? Honnêtement, je ne savais pas. Et petit à petit, il commence à ressentir un tiraillement, une force qui l'attire vers son corps physique comme un aimant. C'était pas brutal, mais une sorte d'appel. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour dans mon lit. Depuis cette expérience, Laurent reste à la fois sceptique et ouvert. Il ne sait toujours pas s'il a réellement quitté son corps ou si son cerveau a fabriqué l'illusion ultra réaliste. Il reste cependant ouvert à de nouvelles expériences et continue d'explorer ces états modifiés de conscience et à lire sur les sujets de l'éveil et de la spiritualité. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, à mon avis, la plupart d'entre nous, on est Laurent. On est cette personne qui peut avoir des expériences et qui a toujours ce côté de douter, est-ce que c'est moi qui fais un délire ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas seul dans ce genre de questionnement. Les enfants aussi, par exemple. Les enfants ont tendance à pouvoir faire des projections astrales de façon beaucoup plus simple. Parce que apparemment, lorsqu'on est enfant, on est beaucoup plus proche de notre état de source ou de moi supérieur, on est plus proche des énergies. Et après, le temps fait que la société, les douleurs de la vie nous changent et nous mettent dans ce moule de la matrice. Qu'on le veuille ou non, on est tous un peu formatés pour ça, quoi, après en vieillissant. Et après, on essaye de sortir de ça, on essaye d'avoir un regard ouvert, d'essayer d'affûter encore une nouvelle fois nos sensations extrasensorielles, mais c'est vrai que les enfants, ils ont une capacité à le faire beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que moi je vais vous parler de ce que j'ai vécu, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Très souvent, quand j'étais enfant, je faisais ces rêves que je volais. Je volais très très vite. Je voyais pas forcément mon corps, mais je pouvais traverser des continents, je me voyais au-dessus de villes et j'allais dans les appartements, je ressortais. Mais j'étais pas dans un corps en fait, j'étais comme une sorte de bulle, c'était rigolo, une bulle de lumière, je sais pas vraiment. Mais j'allais dans les maisons, je traversais les maisons, je ressortais, je traversais ma maison, je ressortais. Et après, c'est vrai que très souvent, j'avais cette sensation de tomber dans mon lit, mais de très très haut. Hein. Et, euh, et on a tous eu peut-être cette sensation de tomber dans nos rêves. Et c'est étonnant parce que quand on n'est jamais tombé,
de très haut, c'est rigolo à quel point notre corps pourrait simuler ça. Et pendant des années, je m'étais demandé ce que c'était, parce que je faisais ces rêves très longtemps. Peut-être plus longtemps que la plupart des gens. La plupart, d'après ce que j'ai vu dans les témoignages, la plupart des gens arrêtent de faire ce genre de rêve autour de l'adolescence, la préadolescence, et après ça s'arrête. Moi j'ai continué à faire ce genre de rêve longtemps, presque jusqu'à le milieu de ma vingtaine. Et je vous dis, je me voyais pas forcément sortir de mon corps dans ma chambre, je voyais pas ça, mais je me baladais dans des villes, je me baladais dans des mondes un peu bizarres, et puis je rentrais, je sortais dans des appartements. Alors ça me faisait délirer parce que je rentrais chez les gens dans mes rêves, et j'allais voir ce qu'ils faisaient. Et la plupart du temps, ils dormaient. C'était trop bizarre ces rêves, mais maintenant je sais, avec le recul, que c'était sûrement une sortie de corps et que j'allais me balader chez les gens pour de bon. Et il est vrai que j'ai vu des êtres dans ces rêves-là. Souvent, c'était des êtres lumineux. Euh, je pourrais pas dire s'ils avaient des formes ou quoi, mais ils étaient très lumineux, beaucoup de chaleur et tout. Et parfois, j'ai vu dans des coins des trucs chelous, ramper ou essayer de me courir après, mais ces fameux êtres un peu lumineux, souvent, ils leur bottaient les fesses. Donc moi, j'ai jamais eu d'expérience noire vis-à-vis de ça, donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que quand on devient adulte, on a peut-être plus tendance à essayer de travailler dessus. C'est-à-dire que les sorties astrales spontanées, elles existent, hein, bien sûr, les projections, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a quand même un petit travail à faire, il y a quand même des techniques à retrouver pour pouvoir le faire en conscience et surtout de façon équilibrée et protégée, quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On peut dire donc que les sorties astrales, c'est vraiment la croisée des deux mondes, celui des sciences et du paranormal, hein, que la science essaie d'expliquer les phénomènes à travers les mécanismes cérébraux, comme la dissociation du moi, les états modifiés de conscience et perturbations neurologiques, ce qui est peut-être vrai aussi, hein. Tout est un grand puzzle. Et que plein de chercheurs comme des neurologues, comme Olaf Blanke, je pense qu'il s'appelle Blanke, ont démontré que les simulations précises du cerveau pourraient induire des sensations de décorporation. Donc en fait, les mecs en science, ils savent expliquer le comment au moment T au niveau du corps et de la 3D, mais ça n'explique pas le tout, quoi. Et du côté spirituel apporte les témoignages qui décrivent les sorties astrales, où on accède donc à des plans de conscience supérieure, à des rencontres avec des guides, à des êtres de lumière et des lieux qui dépassent la simple construction mentale. Oui, parce qu'il y a des scientifiques et des théories qui disent que dans les rêves, on ne peut pas créer un rêve de toute pièce, et qu'en fait tout est toujours quelque chose qu'on a vu ou vécu. Donc il y a tout qui se rejoint, quoi. Et bien sûr, il y a des praticiens qui affirment que les expériences permettent d'explorer des réalités parallèles et même des vies antérieures. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez... il y a tellement de choses à lire sur le sujet. Donc la projection astrale pour aller sur d'autres planètes, d'autres plans de conscience, d'autres dimensions, d'autres peuples et même les vies antérieures pour aller voir l'Égypte, pour aller voir les Incas. Ça, c'est passionnant comme sujet. Alors, est-ce qu'on est face à un phénomène purement neurologique? Ce que je ne crois pas, ou à une véritable ouverture vers d'autres dimensions, c'est ce que je crois. Je pense que les phénomènes neurologiques sont juste l'explication scientifique de notre corps 3D pour tout ce qui se passe dans d'autres dimensions, quoi. Donc, encore une fois, la science et le paranormal, c'est pas opposé, hein. Je pense que c'est juste des pièces du puzzle, et que c'est deux manières différentes d'interpréter un même phénomène quelque part. Merci, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément d'être ici avec moi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages dans le Google Form que j'ai mis sur le site. Merci à tous, au revoir.